Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Agile Metesh organisé par Agile Partner. Je suis Mathieu, je suis coach Agile, bienvenue à tous ceux qui sont en train d'arriver encore maintenant. Aujourd'hui, on a deux speakers, on a Guy et Florence, qui vont vous parler d'un sujet pour aujourd'hui, donc comment devenir et surtout comment rester agile. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur la page LinkedIn Agile Metesh. Vous pouvez vous inscrire sur cette page, comme ça vous ne raterez pas les prochaines notifications, les prochaines informations, les informations quand il y a des replays qui sont disponibles ou du contenu qui est disponible ou mis à disposition. Donc n'hésitez pas à aller regarder de ce côté-là. Et puis, qu'est-ce que j'oublie encore? J'oublie rien, je laisse la parole à Guy et Florence. Bienvenue à vous. Eh bien, merci Mathieu. Donc effectivement, aujourd'hui, le sujet du jour, ce sera comment devenir et rester agile, l'ingrédient clé. Et donc l'objectif, ce sera justement de vous faire comprendre quel est cet ingrédient clé qui va permettre de rester agile. Florence, peut-être un petit mot? Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Florence Tollet, je suis psychologue du travail et formatrice. J'ai créé un centre de formation à Capellon qui s'appelle FYD Consulting, donc FYD pour For Your Development, parce que ma mission, c'est vraiment de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même via des formations et de l'accompagnement individuel, et le tout pour vous permettre d'avoir des relations professionnelles les plus épanouies possibles. Voilà, merci Florence. Et bien pour moi, ce qui me concerne, donc je suis Guy, coach agile et coach professionnel. Et en fait, ensemble avec Florence, donc on a travaillé sur un sujet qui nous paraissait vraiment être intéressant, comment combiner finalement nos deux compétences, Agile Partner plus sur cette partie pratique de l'agilité, et puis pour FYD sur toute cette partie psychologie et vraiment comment amener les gens à être une meilleure version d'eux-mêmes. Et donc aujourd'hui, on va vous proposer en fait de découvrir cet élément clé qui est finalement la fusion de nos deux compétences. Ce faire, eh bien, on va vous présenter, enfin, on va passer par différents chapitres. Donc, que voyons-nous dans un premier temps? On va voir finalement le point central de l'agilité. Comment est-ce qu'on va pouvoir relever en fait ce défi lié à ce point central de l'agilité? Et finalement, ben, quand on aura identifié ce défi, eh bien, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir le relever. Et on répondra aux différentes questions que vous serez amenés à vous poser. Alors, si vous êtes prêts, eh bien, on va débuter. On va commencer par vous montrer une petite image et puis simplement dans le chat, si vous êtes d'accord, de nous dire ce que vous voyez avec cette image. Alors, quelques réponses déjà. Alors, certains voient un visage féminin et d'autres voient un saxophoniste. Alors, certains voient les deux. Maintenant, voilà, qu'est-ce que vous avez vu en premier? Est-ce qu'il y a une image qui est venue en premier? Est-ce que c'était le visage féminin, le saxophoniste? Voilà, je vois qu'effectivement, dans les réponses, il y a souvent les deux. Est-ce que les deux sont venus tout de suite ou est-ce que c'est parce que vous avez commencé à avoir des réponses que vous dites, ah, tiens, il y avait quelque chose d'autre à voir peut-être? Le visage en premier. Alors, ben, effectivement, on peut avoir des perceptions différentes. Donc, suivant le point de vue qu'on a, eh bien, on a une vision de la réalité qui est différente, mais tout le monde a raison. Donc, chacun, dans sa réalité, a raison. Sauf qu'on a souvent du mal à percevoir que d'autres peuvent voir les choses différemment de nous, parce que tout est une question de point de vue. Alors, on va vous présenter maintenant un dialogue entre Guy et moi. On va jouer un rôle, chacun, le rôle d'un papa et d'une maman. Et donc, simplement, pour l'instant, écoutez ce dialogue. Dis, j'ai une collègue qui m'a parlé d'un camp de vacances où elle va envoyer son enfant cet été. Ça a l'air génial. J'ai envie d'y inscrire Max. Qu'est-ce que tu dirais de la semaine du 24 juillet? Quoi? Mais il n'a que 6 ans. Tu n'y penses pas. Il est un peu trop jeune quand même. Et puis, comment il va faire sans nous? Mais ça a l'air génial, je te dis. Ils vont faire plein d'activités. Je suis sûre qu'il ne pensera même pas à nous. Ouais, mais bon, avec le Covid, là, c'est encore trop risqué. En plus, il ne sera pas vacciné. Tu imagines s'il tombe malade? Et puis, au mois d'août, il ira chez mamie. Donc, non, je ne peux pas prendre le risque qu'il la contamine, même si elle est vaccinée. Oh, dis, il faut un peu sortir de cette peur. Ça suffit comme ça. Il faut vivre un peu, quoi. Ça fait 1 an et demi qu'on est privé de tout. Tu ne vas quand même pas l'enfermer tout l'été.
Je sais que toi, tu n'as jamais fait de camp de vacances quand tu étais petit, mais projette pas tes peurs sur lui. À force, tu vas en faire un angoissé comme toi. Il faut le renforcer en le faisant sortir de sa zone de confort, pas en faire un peureux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce petit dialogue? Est-ce que c'est une situation que vous avez déjà vécue, qui vous parle? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer finalement de cet échange entre le papa et la maman? Est-ce que ça va dans une direction qui vous semble être la bonne? Voilà, comment ça vous fait réagir finalement? Ok, donc je vois Quentin qui met dynamique et enjouée par rapport à... Donc une personne plutôt dynamique et enjouée par rapport à l'autre, plutôt posée et réfléchie. Donc deux personnalités différentes qui voient les choses diamétralement différentes. Ouais, effectivement. Donc de fait, là, on a deux parents qui ont chacun leur point de vue, leur façon de voir la situation, leur expérience de vie aussi, hein, puisqu'apparemment le papa n'aurait jamais fait de camp de vacances quand il était petit, peut-être que la maman si, et donc elle a une autre vision de ce genre d'activité. Des personnalités différentes, de fait, un qui est peut-être plus posé, plus prudent, alors que l'autre est peut-être plus aventurier, plus grand besoin de liberté. Mais en fait, surtout, ce qu'on voit aussi à la fin de ce dialogue, c'est qu'il y a deux frustrations de personnes qui ne se sont pas senties comprises et qui, du coup, sont chacune restées sur leur position et avec peut-être même un jugement de valeur sur l'autre. Hein, le jugement de valeur de la maman sur le papa, que lui, c'est un angoissé et qui va faire de leur fils une personne angoissée aussi. Donc pas très très positif d'une certaine manière, donc c'est plutôt une confrontation de point de vue. Un conflit quotidien pour Prabu, c'est ça. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est un deuxième dialogue, donc vous allez de nouveau simplement écouter pour l'instant le dialogue. Alors c'est de nouveau la maman qui commence. Tu as vu son bulletin ce trimestre? Je ne suis pas d'accord et n'en fous pas une. Toujours sur ses réseaux sociaux, moi j'en ai marre. À partir de maintenant, je confisque son ordi et son smartphone. Waouh! Tu vas fort quand même. À 15 ans, lui supprimer son ordi et son smartphone, bah, c'est comme la couper du monde. Oh, ben, elle n'a qu'à sortir de la maison et aller voir ses copines en vélo, comme moi je le faisais à son âge. Oui, mais quand même, quand tu avais son âge, les réseaux sociaux et les jeux en ligne n'existaient pas. C'est facile à dire pour toi. Ben, et alors, qu'est-ce que tu proposes pour lui faire prendre conscience que ça ne peut plus durer et que si ça continue, elle va foutre son avenir en l'air? Ah, ok, je comprends mieux maintenant. En fait, tu t'inquiètes parce que tu as peur pour son avenir. Ben oui, je suis inquiète. J'y pense souvent, tous ces jeunes qui ont été livrés à eux-mêmes toute cette année de Covid, là, avec leurs cours en ligne tout le temps. Qu'est-ce que ça va faire pour une génération, ça? Et notre Zoé, comment va-t-elle s'en sortir si elle n'a pas un bon diplôme? Tu te souviens, on avait participé tous les deux à une formation. Ça s'appelait quelque chose comme parler à son ado pour mieux la comprendre, pour mieux lui faire comprendre. Tu sais, quelque chose comme ça. Ouais. Et qu'on avait suivi ensemble et en fait qui parlait aussi de nos personnalités. Mhm. Eh bien, si je me souviens bien, toi, tu avais une personnalité plutôt anxieuse, alors que moi, j'étais plutôt optimiste de nature. Et finalement, on avait compris qu'à nous deux, on pouvait faire une bonne équipe lorsqu'on s'écoute, parce qu'on devient en fait finalement plus réaliste pour trouver la manière de parler à notre ado. Donc du coup, j'entends bien tes peurs, mais peux-tu entendre le besoin de s'évader de notre fille grâce à ces jeux? Il y a certainement quelque chose à trouver hein, pour que ça fonctionne pour nous tous. Est-ce que tu penses pas que nous pourrions aller lui parler? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est vrai, t'as pas de tort. Ouais, sur la discussion là, je préfère quand même te laisser le lead parce que moi, je risque quand même de m'énerver un peu et de tout gâcher. Donc, toi, t'as quand même pas beaucoup plus de tact que moi. Donc, je t'accompagne, mais je te laisse le lead. D'accord, ok. Bon, je vais essayer de creuser un peu ça pour comprendre avec elle comment elle se sent, car c'est vrai que l'année a été un peu compliquée finalement avec cette pandémie qu'on a eue. Elle se sent peut-être un peu perdue. Donc j'essaierai de la remotiver, de lui expliquer l'importance du travail pour s'assurer d'un avenir positif. Parce qu'en fait, on en a souvent discuté, on a bien confiance en elle. C'est une jeune fille intelligente. Bah oui, évidemment, c'est la nôtre. Alors, après ce deuxième petit dialogue, qu'est-ce que vous avez observé de différent peut-être entre le premier et le deuxième? Quentin qui écrit écoute, compromis. Mhm. Exactement.
Voilà, de l'empathie, de la reformulation, tout à fait. Donc au départ, ça partait un peu comme le premier dialogue, hein, c'est-à-dire que voilà, ça pouvait partir mal. Et puis le papa a vraiment réussi à prendre un tout petit peu de recul, à se remémorer aussi une formation qu'ils avaient suivie avec la maman. Et puis il a réussi à écouter réellement, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas juste arrêté aux mots, mais il a pu aussi percevoir l'émotion et les besoins de la maman derrière les mots, derrière cette colère ou cette peur justement. Et donc, en faisant un pas vers elle, en lui reformulant d'une certaine manière une compréhension de ce qu'elle pouvait vivre, eh bien, il a ouvert la porte à plus d'ouverture de la part de la maman aussi, et une ouverture peut-être vers un compromis, vers une discussion plus constructive. Donc, quand on arrive à mettre des mots sur des modes de fonctionnement aussi, eh bien, il y a une prise de conscience qui se fait, et puis une ouverture à plus de dialogue et une recherche d'un compromis satisfait, c'est-à-dire qu'on ne nie pas le besoin de l'autre, mais on ouvre la porte vers le besoin en l'occurrence de l'adolescente ici, pour que ce soit satisfaisant pour les deux, pour pas qu'il y en ait un qui se sente plus lésé dans la satisfaction de son besoin que l'autre. Donc il y a plus d'ouverture et de compréhension. Et donc du coup, voilà, vous pouvez vous demander, mais finalement, comment est-ce qu'on fait le lien avec l'agilité? Eh bien, l'idée, c'est, voilà, donc on va faire un résumé bref du manifeste agile. Donc c'est en fait un document qui est consultable et qui permet vraiment de comprendre finalement comment peut se décliner l'agilité. Et donc là, l'idée, c'était de vous représenter en fait ces 4 valeurs. Donc la première des valeurs, quand on parle de l'agilité, et dans un contexte plus de développement de logiciels, on parle d'une première valeur qui est en fait, on met plus en avant les interactions dans le cadre d'échanges entre les individus, donc les individus et la manière dont ils interagissent, plutôt que les process et les outils. Donc ça, c'est la première des valeurs. La deuxième, c'est, eh bien, on se focalise sur le fait de fournir quelque chose qui soit opérationnel, c'est-à-dire qui permette aux personnes de se rendre compte de comment est-ce que les choses vont se mettre en place, plutôt que de leur expliquer de manière exhaustive ce qu'ils vont effectivement avoir. La troisième des valeurs, c'est on focalise plus sur comment est-ce qu'on va collaborer ensemble. C'est-à-dire comment est-ce qu'on décrit un cadre dans lequel on va collaborer, plus que des contrats, on rédige des contrats qui vont expliquer qu'est-ce qui va se passer si jamais l'un ou l'autre est en erreur ou en faute. Et puis la dernière des valeurs, c'est eh bien, on fait en sorte de s'adapter au changement plus que de suivre un plan. Puisque tout ça, en fait, contribue à finalement développer une manière de réaliser et de mettre en place les choses de manière agile. Et quand on regarde en fait ces 4 valeurs-là, le point central que l'on observe, c'est que c'est une communication, c'est la communication satisfait-satisfait. Que ce soit dans la première des valeurs où on parle des individus avec leur interaction, que ce soit dans la deuxième où on met à disposition des éléments concrets sur lesquels on va pouvoir échanger et discuter avec l'ensemble des personnes concernées, que ce soit dans la collaboration, on va discuter justement pour trouver un bon compromis, ou que ce soit dans l'adaptation d'un plan, où on va effectivement s'adapter pour comprendre finalement quel est le besoin de l'autre. Et le point central qu'on observe, c'est bien cette communication satisfait-satisfait. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à cette conclusion qui est que le point central pour que l'agilité fonctionne, c'est la communication. Et la communication, on va chercher à ce que chacune des parties prenantes puisse être en fait satisfaite par rapport à le résultat qui va être obtenu de cette communication. On pourrait se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour comprendre ce qui nous satisfait et ce qui satisfait l'autre. Et là... Ouais, moi, il me semble qu'il y avait un ancien philosophe qui avait déjà une idée de réponse là-dessus. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de découvrir qui est ce fameux philosophe et justement qu'est-ce qu'il nous proposait. Alors, on va commencer par un petit test. Nous allons de nouveau vous montrer une petite image et simplement, je vais vous demander, donc, si tu peux montrer l'image, de trouver le numéro de la place de parking qui est cachée. Alors, allez-y dans le chat. Bravo! Effectivement, donc c'est probablement une image que vous connaissiez déjà. Donc, de fait, vous avez tout à fait raison. La place de parking est le numéro 87. Mais bon,
quand on regarde de ce côté-ci, hein, si on voit 16, 06, 68, 88, etc. Et alors on peut se dire, mais tiens, on essaye de faire des calculs, d'imaginer cette fameuse place cachée. Et simplement, comme vous l'avez fait, d'ailleurs tous ceux qui ont répondu, comme vous l'avez fait, vous êtes placé de l'autre côté. Vous avez donc abandonné votre point de vue pour vous mettre de l'autre côté, pour avoir une autre vision de cette réalité-là. Et alors, du coup, ça devient beaucoup plus facile. 86, 87, 88, 89, etc. Et donc, l'idée de ce petit test, c'est d'arriver à se dire, c'est intéressant de se décentrer de soi-même pour s'ouvrir à un autre point de vue, parce qu'on a en général un champ de réflexion qui est biaisé par le fait qu'on ne voit généralement la réalité que de notre point de vue, donc une partie de la réalité, mais qu'on ne voit pas toute la réalité. Mais vous avez tout à fait réussi ce test, donc bravo. On peut passer à la suivante. Donc, une nouvelle question. Donc là, vous avez un beau gâteau au chocolat qui donne bien envie. Comment diviser un gâteau en 8 parts égales avec seulement 3 coups de couteau? Ah là, c'est plus compliqué apparemment. Un coup de couteau dans un coup dans la hauteur et après en 4. Donc oui, c'est ça en fait. C'est le couper en 4 et puis après le couper dans la hauteur, exactement. Donc du coup, de cette manière, ça fait 8 parts de gâteau. Alors, ce test, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre que notre réflexion est souvent formatée parce qu'on a des habitudes, on a une façon de faire habituelle qui nous empêche souvent de voir les choses différemment, d'envisager des solutions parfois qui ne sont pas si évidentes que ça, mais pourtant qui sont très très logiques. Pour quelles raisons, en fait, on a ces différents, donc les situations qui se sont passées dans les 2 tests précédents? Eh bien, c'est parce que on a, chacun d'entre nous, on a un cadre de référence. Donc, on a un filtre à travers lequel on perçoit le monde, la réalité. Et ce filtre, il est influencé par notre éducation. Donc, les parents qu'on a eus, l'éducation qu'on a reçue, ça a développé certainement des croyances aussi, des croyances envers nous, et des croyances envers les autres, envers le monde. On a acquis toute une série de valeurs, on a une culture, et tous ces éléments-là sont des choses qui vont nous constituer notre cadre de référence, donc ce fameux filtre à travers lequel on voit la réalité. D'autres personnes, il y a aussi notre personnalité évidemment. Donc la personnalité, c'est notre mode de fonctionnement qui est aussi influencé par tous ces éléments-là, l'éducation, la croyance, etc. Mais la personnalité, c'est quelque chose aussi qui est vraiment plus ancré en nous, parce que vous pouvez avoir 2 frères et sœurs qui ont la même éducation, les mêmes valeurs transmises, qui font partie de la même culture, etc. Et pourtant qui fonctionnent différemment parce qu'il y a aussi cette couche de personnalité qui est là. Et donc en face de vous, vous avez certainement d'autres personnes qui ont eux-mêmes aussi ou elles-mêmes leur cadre de référence. Et on a du mal, comme on voit la réalité toujours de notre point de vue, on a souvent l'impression que nous, on a raison, que nous, notre réalité, elle est correcte, et que l'autre, s'il ne voit pas les choses comme nous, c'est lui qui a tort. Et donc, quand on se bloque dans notre cadre de référence, quand on se bloque dans notre manière de penser, et qu'on ne s'ouvre pas, grâce à de la communication, à l'autre, et bien alors à ce moment-là, on arrive à des situations conflictuelles souvent, ou en tout cas tendues. Alors le défi de l'agilité, c'est effectivement de sortir de ce cadre de référence, de sortir de la boîte dans laquelle on s'est mis nous-mêmes. On s'est mis nous-mêmes, il y a évidemment des choses qui viennent de l'extérieur, comme l'éducation, la culture, etc. Mais c'est une boîte. En fait, c'est simplement prendre conscience qu'on a, chacun d'entre nous, on a une boîte, un cadre dans lequel on est, et que si on veut être plus agile, eh bien, c'est de sortir de ce cadre de référence. Et donc, du coup, la question, c'est, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce cadre de référence? Tout à l'heure, il y avait une question qui était, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un philosophe qui a parlé de quelque chose? Et en fait, oui, ce philosophe dont on a fait mention, c'est Socrate. Tout à fait. Donc, Socrate, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Pour se connaître soi-même, c'est prendre conscience en fait de toute une série de choses. Prendre conscience de qui on est, de comment on fonctionne, pour pouvoir du coup agir et ne plus être
prisonniers de ce cadre de référence, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous emprisonne d'une certaine manière. Notre ego aussi nous emprisonne dans une manière de voir les choses. Et donc, pour pouvoir être maître de soi, eh bien, il faut prendre conscience, parce qu'on ne peut agir que sur ce dont on a pris conscience. Si on n'est pas conscient de notre mode de fonctionnement, eh bien, on ne peut pas agir dessus, c'est tout à fait normal. Et donc, comment apprendre cette communication satisfait-satisfait? Eh bien, en apprenant à mieux se comprendre soi, se connaître soi. Donc, comment fonctionne notre personnalité? Qu'est-ce qui nous a constitués? Quelles sont nos forces, bien sûr, mais aussi quels sont nos freins, quelles sont nos croyances? Qu'est-ce qui fait qu'on peut parfois être bloqué dans un mode de fonctionnement? Et prendre conscience aussi qu'on a justement un mode de fonctionnement qui est souvent automatique et une communication qui est automatique. On a un style de communication qui est aussi lié à notre personnalité. Et donc, pouvoir prendre conscience de ça, c'est pouvoir justement sortir de ce pilote automatique et d'être plus en contrôle de soi, en contrôle de sa vie et maître de sa vie. Et donc, on peut non seulement apprendre à se connaître via toute une série de moyens, mais aussi s'outiller pour apprendre à comprendre les autres. Donc, se comprendre soi, c'est une chose, mais grâce à ça aussi, on va s'ouvrir à la compréhension des personnalités des autres et puis s'ouvrir à s'outiller pour acquérir des outils de communication pour pouvoir atteindre cette communication satisfait et trouver des compromis. Pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça en fait, cette communication satisfait? C'est parce que l'objectif, quand on va s'adresser en fait et mettre en place l'agilité, avec ce point central qui est la communication satisfait, l'objectif que l'on vise, c'est finalement de pouvoir renforcer ce qu'on appelle la résilience agile. C'est-à-dire un peu comme ce culbuto, quand vous le bousculez, en fait, il va revenir à son point initial. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer cette résilience en amenant en fait des éléments liés à cette communication satisfait, pour développer cette capacité à se réorganiser et à continuer à fonctionner de manière agile, même en cas de perturbation. Et ça, en fait, c'est un des points clés sur avec lequel il sera possible de composer et surtout qu'il sera possible d'atteindre en développant cette capacité à communiquer de manière satisfaisante. Et le premier bénéfice qu'on peut obtenir vis-à-vis de ça, c'est un peu comme le jeu qui veut gagner des millions. En fait, c'est de pouvoir atteindre des paliers. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que cette communication satisfait va être développée, ça va permettre d'atteindre des paliers qui vont, à un moment donné, asseoir cette manière de voir, cette manière de penser, cette manière de communiquer, qui facilite en fait le fait que l'agilité puisse se mettre en place, et ce, malgré la pression contextuelle, parce que en fait, il en existe tout le temps dans nos organisations, dans les contextes dans lesquels on a nos activités professionnelles, donc il y a une certaine pression qui est présente, et donc malgré cette pression, si on développe cette capacité-là, eh bien, on va pouvoir plus facilement conserver cet état d'esprit agile dans l'ensemble de nos activités. Donc ça va être un des premiers bénéfices qu'on va pouvoir obtenir. Le deuxième, ce sera en fait d'assurer que le soufflet de l'agilité ne retombe pas. Ça, c'est un des constats que l'on peut faire souvent, nous, quand on accompagne en fait les organisations, c'est que finalement, quand les personnes, les équipes, les organisations se lancent dans la transformation et dans l'agilité, dans le voyage de l'agilité, elles se font accompagner et à l'issue de cet accompagnement, quand les personnes qui ont cette compétence, cette connaissance, ce savoir s'en vont, souvent cette agilité, cette manière de voir, cette manière de faire retombe. Et donc le fait de renforcer cette résilience va permettre justement que ce soufflet ne retombe pas. Et ça, ce sera le deuxième bénéfice. Et le troisième, ce sera aussi de pouvoir rendre les individus, les équipes autonomes dans l'utilisation de l'agilité. Puisque plus elles vont acquérir cette capacité à être résilientes, plus elles vont être capables d'être autonomes, puisqu'elles auront compris et pris conscience des mécanismes, et elles pourront en fait continuer à diffuser et à utiliser en fait toutes ces pratiques et toute cette manière et cet état d'esprit qui est lié en fait à l'approche agile. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous, au sein d'Agile Partner, quand on propose d'accompagner en fait nos clients dans l'utilisation, dans le déploiement de l'agilité,
on a un focus principal qui est en fait comment faire émerger l'intelligence collective. L'intelligence collective au travers de la manière de voir et la manière de penser, la manière d'agir des individus, des équipes et des organisations. Comment utiliser cette intelligence collective pour trouver des solutions ensemble et trouver les bons compromis. Donc ça, c'est effectivement un des premiers focus que l'on a lorsque on accompagne en fait les organisations dans le déploiement de l'agilité. Avec, on verra on a vu où on pourra voir des nouveaux rôles que l'on va mettre en œuvre. On va aussi proposer des pratiques, et on va proposer des outils, et tout ceci, ça va être une contribution, un objectif, c'est de faire émerger et faire travailler et permettre à chacun de pouvoir utiliser cette intelligence collective. Et en fait, en complément de ce travail sur l'intelligence collective, il y a un point qui nous a paru vraiment important, qui est effectivement ce deuxième pied, cette deuxième jambe, si on peut dire, c'est faire un travail sur l'intelligence émotionnelle. Et tout ça, c'est plus lié à cet état d'esprit, puisque en fait, dans notre expérience, ce qu'on a identifié, c'est que l'agilité, avant d'être des outils, avant d'être des pratiques, avant d'être des rôles, c'est avant tout un état d'esprit. Et cet état d'esprit, quand on va développer cette intelligence émotionnelle, eh bien, ça va permettre justement de faire émerger cet état d'esprit, de le faire diffuser au niveau des individus, des équipes et des organisations, en développant un certain nombre de compétences et en développant aussi un savoir-être. Et en fait, c'est en travaillant sur ces deux pieds, donc que ce soit l'intelligence collective et l'intelligence émotionnelle, qu'il va être possible de développer l'agilité et en complément de pouvoir faire en sorte qu'elle soit pérenne dans le temps. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? Si on prend un exemple de votre organisation actuelle, où vous avez un certain nombre de personnes qui tiennent des rôles, alors là, on a pris des exemples plus liés à l'informatique, mais ça peut être dans différents domaines. On a pris des managers, des personnes plus opérationnelles, des services de support tels que les RH, la comptabilité, la finance, le marketing. On a pris des développeurs, on a pris des personnes qui contribuent d'une manière ou d'une autre, qu'on appelle les stakeholders, justement à ce que doit ou à ce que veut développer en fait l'organisation. Eh bien, si on prend cette organisation, l'idée, c'est de pouvoir intégrer de nouveaux rôles. Alors, c'est là où, effectivement, on arrive avec ces nouveaux rôles pour voir comment est-ce qu'on peut développer cette intelligence collective. Donc, on va parler de facilitateur, on va parler de product owner, et puis on aura effectivement d'autres qui vont être plus liés à la mise en place de pratiques, de méthodes, de cadres de référence qui sont tels que Scrum par exemple, Kanban, sont en fait des méthodes ou des cadres qui sont en lien, enfin, qui permettent de définir et de mettre en œuvre l'agilité. Et bien en complément de ça, ça va être l'idée, c'est de pouvoir développer de nouveaux comportements. Développer des nouveaux comportements qui vont permettre d'avoir l'humain au centre. Et donc, comme l'humain est au centre, et que on a cette interaction, cette communication satisfait, eh bien, il va y avoir tout un certain nombre de comportements qu'il sera nécessaire d'insuffler dans votre organisation, tels que du leadership, tels que du mentoring, tels que comment est-ce qu'on fait du feedback constructif vis-à-vis des personnes, ou alors comment est-ce qu'on les coach, ou comment est-ce qu'on se développe mutuellement par rapport à justement cette volonté de vouloir remettre l'humain au centre, qui est en fait un des points principaux de ces approches agiles. Donc pour ça, eh bien, nous, au sein d'Agile Partner, avec For Your Development, on a effectivement identifié une approche, un service qui va permettre, à l'aide de formation et d'accompagnement, de faciliter ce développement et ce travail sur ces deux pieds, ces deux piliers que sont l'intelligence collective et l'intelligence émotionnelle. Et pour ça, notre service, c'est ce qu'on a appelé l'agile résilience, dont l'objectif, c'est vraiment de pouvoir développer cette capacité en fait à être résilient, pouvoir continuer à rester agile malgré cette pression organisationnelle et cette pression contextuelle. Et donc, on va retrouver ce qu'on a plus appelé un cockpit. Donc, l'idée de ce cockpit, c'est de mesurer la progression vers ce développement de cette résilience en partant en fait des éléments de base, donc des éléments de référence, et en voyant en fait comment est-ce que
toutes les petites actions qui vont être menées vont permettre de faire progresser la résilience de l'équipe ou de l'organisation. Et en complément de ça, il y a un certain nombre de formations. Donc les formations classiques que vous pouvez connaître, qui sont pour le Scrum Master, pour le Product Owner, pour l'agilité de manière générale. À ça va s'ajouter des formations pour le management et le manager leader, telles que la formation 3.0. Et puis pour les autres, Florence. Des questionnaires de personnalité pour comprendre son profil de personnalité, son profil de communication, donc avec un outil qui s'appelle les profils nuances, qui est basé sur des couleurs. Donc 4 couleurs qui décrivent 4 grands traits de personnalité, mais on a tous les 4 en nous, sauf qu'il y a des dominantes qui sont un peu différentes. Et donc en fonction de vos dominantes à vous, et que si vous êtes en face de quelqu'un qui a des dominantes différentes, eh bien qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Comprendre avec ces questionnaires-là aussi comment vous avez tendance à prendre vos décisions, à gérer vos émotions, à passer à l'action. Donc ça, c'est vraiment sous forme aussi de débriefing individuel avec chaque personne qui passe son profil nuance. Et puis sous forme de formation aussi, donc de mettre justement différentes personnes ensemble avec des profils différents et de se dire comment est-ce qu'on peut développer une communication plus percutante, plus épanouie et aussi plus efficace. Parce que si vous utilisez votre style de communication mais sans du tout faire attention à l'autre personne en face, eh bien, il y a certainement une grande partie du message qui ne passera pas. Tandis que si vous arrivez à vous adapter à l'autre personne en face et adapter votre communication, elle sera plus percutante. Une autre formation aussi, une formation sur la communication bienveillante. Donc, c'est une manière de communiquer pour prendre conscience vraiment de quels sont vos besoins à vous, quels sont les besoins des autres, quelles émotions ça génère chez vous, le fait peut-être que vos besoins ne soient pas satisfaits, parce que dans certaines situations, vous pouvez avoir vraiment une émotion forte, réagir fortement, que ce soit par la colère, la tristesse ou n'importe quelle autre émotion, mais c'est d'aller chercher pourquoi. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre émotion soit plus satisfaisante pour vous, et donc dans le respect de vous-même et dans le respect de l'autre. Donc c'est une formation qui permet d'aller voir à l'intérieur de soi ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe vers l'autre, et puis de faire en sorte qu'on arrive à des compromis satisfaits. Et puis alors de l'accompagnement. Des accompagnements qui peuvent se faire de différentes manières. Donc il y a que ce soit pour les nouveaux rôles dans la facilitation, comment faciliter en fait des échanges, des interactions, des discussions. Donc c'est souvent le rôle ou l'objectif principal ou le focus principal de ce qu'on appelle le facilitateur ou le Scrum Master quand on développe ou quand on déploie le framework Scrum. Ça va être comment est-ce que on développe son leadership, comment est-ce qu'on accompagne les personnes pour développer leur leadership. Ça peut être du coaching individuel, que ce soit aussi bien sur les rôles que sur cette manière de communiquer dont parlait Florence tout à l'heure. Et puis, ça peut être aussi la mise en place de ce qu'on appelle des communautés de pratique, donc des COP qui vont être là justement pour les personnes qui vont avoir des rôles similaires, de se réunir pour s'aider mutuellement et voir comment justement partager des pratiques pour faciliter l'appropriation de leur rôle et faire en sorte que l'organisation dans laquelle ça se met en place, qu'elle devienne de plus en plus autonome et qu'elle diffuse l'ensemble des pratiques qu'elle aura pu mettre en œuvre et expérimenter pour que d'autres personnes puissent les approprier. Ça peut être aussi du co-développement, où là, l'idée derrière le co-développement, c'est chacun dans un espace qui est sécurisé, vient exposer un problème et en fait vient recueillir finalement l'avis de chacun sur la manière dont cette personne ou ces personnes pourraient trouver des idées de solutions pour un problème. Et donc, après, à charge à la personne d'entendre et d'écouter ce qu'elle comprend pour après repartir avec ce qui lui semble être pertinent à récupérer et mettre en place dans le contexte qu'elle vit au quotidien. Donc voilà, ça c'est en fait tout un certain nombre d'autres éléments liés à l'accompagnement qui peut se faire pour permettre justement de travailler cette résilience pour faire en sorte que quand on débute ce voyage, cette transformation agile, qu'on puisse travailler aussi tout cet aspect d'intelligence émotionnelle
avec des accompagnements, soit par de la formation, soit par des accompagnements qui sont en fait ce que nous expliquions tout à l'heure. Et donc en gros, ce qu'on dit, c'est que Ouais. Socrate l'avait bien dit. Donc, Socrate avait dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et puis en fait, au travers de ce qu'on vient de voir, nous, ce qu'on peut dire, c'est l'idée, c'est vraiment de se connaître soi-même. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on va se connaître soi-même, on va être capable de comprendre comment c'est facile de devenir agile et comment c'est facile de le rester, comment c'est possible de le rester. Et donc, du coup, c'est l'objectif, ça va être vraiment en complément du développement de l'intelligence collective qui est amené avec toutes ces méthodes, ces pratiques, ces frameworks liés à l'agilité, eh bien, l'élément clé dont on parle, c'est vraiment cette intelligence émotionnelle. Comment mettre en place et faire émerger cette intelligence émotionnelle pour permettre que les deux piliers assurent qu'on deviendra agile et qu'on le restera. Et si ça termine au niveau de l'intelligence émotionnelle, en fait, c'est un concept qui a été développé par Daniel Goleman et qui met en évidence deux aspects. Il y a l'aspect intrapersonnel, donc comprendre comment on fonctionne, avoir une conscience de soi, donc avec justement différents outils, mais comprendre ses forces, ses freins, est-ce que la personne a suffisamment confiance en elle, comment elle peut comprendre son mode de fonctionnement. Dans cet aspect aussi intrapersonnel, c'est la gestion de soi. Donc, se comprendre, c'est une chose, mais est-ce qu'on arrive à se gérer soi-même? Comment est-ce qu'on gère ses propres émotions? Est-ce qu'on est capable est-ce qu'on a une capacité d'adaptation à l'autre? Et puis, le deuxième aspect, c'est l'interpersonnel. Donc, soit intrapersonnel et deuxième aspect interpersonnel. Donc, quelle est la conscience sociale que j'ai? Est-ce que j'arrive à développer? Est-ce que j'ai de l'empathie? Est-ce que j'arrive à me mettre justement à me décentrer de moi-même pour me mettre un petit peu, avoir un autre point de vue envers l'autre? Et puis, comment j'arrive à gérer les relations aux autres? Est-ce que je suis à l'aise avec les autres ou pas? Est-ce que j'arrive à gérer les conflits? Est-ce que je peux développer une forme de collaboration? Donc, c'est pour développer toutes les compétences relationnelles. Et donc, vraiment, cette intelligence émotionnelle, c'est soi et l'autre. Comment ça se passe pour moi dans ma prise de conscience de mon mode de fonctionnement et de mes émotions, et dans la relation à l'autre, comment j'arrive à interagir avec les autres. Et dans l'agilité, c'est d'avoir cette conscience et cette ouverture de moi j'ai un mode de fonctionnement, mais l'autre est certainement différent, et si je veux arriver à un compromis, à trouver des solutions collectivement intéressantes, eh bien c'est de s'ouvrir à l'autre et de voir de ne pas avoir peur, en fait, de se dire, bah oui, peut-être que ma réalité va être un peu remise en question par rapport à ce que l'autre va me renvoyer, mais ça va être enrichissant plutôt que de se bloquer en disant, ben non, c'est pas comme moi, donc je suis fermée, j'ai pas envie de remettre en question mon mode de fonctionnement. Donc c'est vraiment d'arriver à cette ouverture-là grâce à ce développement de l'intelligence émotionnelle. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de vous faire comprendre au travers de cet échange, c'est que l'agilité, à partir du moment où on se lance dans ce voyage ou dans cette transformation, il y a cette notion on développe et on cherche à développer l'intelligence collective, mais pour pouvoir conserver et maintenir cet état d'esprit et cette manière de faire les choses, l'idée, c'est vraiment aussi en complément de développer cette intelligence émotionnelle. Donc, on est arrivé à la fin de cet échange et de ce partage que l'on voulait vous faire. Donc, l'idée maintenant, c'est, voilà, si vous avez des questions, on est à votre écoute et on y répondra avec plaisir. Moi, j'ai une question pour Guy. Est-ce que ton avatar, tu n'avais pas moyen d'avoir un peu plus de cheveux blancs? Eh bien, j'ai bien essayé, mais il aurait fallu que je tripouille un petit peu et donc, voilà, je me suis rajeuni. Alors, il y a Quentin qui nous dit que c'était clair aussi de son côté. Je peux peut-être avoir une question, mais à l'Assemblée, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes dans des discussions en équipe où à un moment donné, il y a eu des blocages? J'imagine que oui, hein, mais avec cette présentation qu'on a fait aujourd'hui, est-ce que vous pouvez peut-être mettre des mots sur ces blocages? À quoi ça a pu être dû? Bonjour, c'est Damien, vous m'entendez? Très Oui. bien, bonjour. Merci de Bonjour, prendre la parole.
plutôt que d'écrire, je suis désolé, ça ira plus vite. Ce que j'étais en train d'écrire, c'était que effectivement, j'avais déjà assisté à des petites présentations, des petits séminaires sur l'agilité, et tout de suite, on nous parle de Scrum, du framework. Et ce que vous présentez ici, donc c'était très clair, c'est aussi pour ça qu'il y a peut-être pas beaucoup de questions, mais autour de l'intelligence émotionnelle, c'est hyper important. Et je suis justement en train de lire le livre de Daniel Goleman. Donc voilà, ça, en tout cas, moi je vous rejoins, je vous remercie beaucoup pour la présentation. De mon côté, on essaye de mettre en place l'agilité, et c'est pas facile, mais voilà, c'est un travail au quotidien. Mhm. Merci beaucoup, Damien. C'est vrai qu'en fait, les frustrations individuelles, gérer les égos, c'est ça. Pour qu'un projet fonctionne, il faut arriver à gérer les égos de chacun. Mais pour ça, il faut aussi que il faut la volonté de chacun, hein, d'avancer dans la même direction. Mais il faut une ouverture d'esprit sur le fait qu'on en a un d'ego, et c'est normal, on en a tous un. Ça, on ne peut pas dire non, moi j'en ai pas, les autres ils en ont. On en a tous un parce qu'on s'est construit grâce à ça. Mais en prendre conscience et prendre conscience aussi des blocages que ça peut constituer dans dans une relation, eh bien ça permet d'avoir cette fameuse prise de conscience, et qu'on va pouvoir agir dessus. Si on n'en a pas conscience, on ne peut pas agir, et c'est normal aussi. Donc voilà, c'est une volonté d'aller dans ce sens-là. Et j'ai vu une remarque de Laurence, le métier ne veut pas entrer dans le jeu de l'agilité. Est-ce qu'il y a pas des blocages dus à des visions de la réalité qui sont juste d'un point de vue, et ne pas se mettre de l'autre point de vue? Alors, si je peux juste préciser, en fait, parce que je suis en train de le vivre actuellement, le fait d'intégrer le métier dans l'agilité, ça le responsabilise aussi. C'est plus seulement la DSI qui est responsable des projets, c'est aussi le product owner ou les stakeholders côté métier qui ont une vraie responsabilité dans le produit qui va être réalisé, et qui ne sont pas juste là pour, à la fin, se dire ce que tu as fait finalement, ça ne me convient pas trop, il faut que tu recommences. Exactement. Et ils ont du mal à... Parce qu'eux, ils ont un autre métier, en fait, et ils ont du mal à s'impliquer dedans. On a du mal à les convaincre. Il faut les séduire, quoi. Oui, c'est la question des besoins, je pense. C'est vraiment de se dire, d'aller faire un pas vers comprendre le besoin de l'autre, et que l'autre comprenne aussi votre besoin. Donc ça va dans les deux sens. Mais c'était par rapport au petit dialogue, là, le deuxième dialogue, à partir du moment où comme on accuse réception, on va dire, de l'état d'esprit de l'autre, et on comprend sa situation, eh bien, ça permet d'ouvrir le champ. Si on leur dit, nous, on sait mieux que vous ce qu'il vous faut, et écoutez-nous, c'est nous qui avons la solution, généralement, de l'autre côté, on a un blocage. La posture qui a été adoptée, en fait, c'est que comme les personnes de l'IT ont une maturité, une plus grande maturité que le métier, ils se sont proposés d'être des coachs, d'accompagner le métier dans sa montée en compétences et vers un changement d'état d'esprit. Et ça, le métier aime bien. Il ne faut pas que ça lui prenne trop de temps. En fait, ce que l'on constate aussi, et ce que je pense qui est important d'avoir en tête, c'est que si je prends une image qui illustre, c'est quand vous allez accompagner un enfant pour qu'il puisse marcher. En fait, vous allez au début l'aider à se lever. Une fois qu'il prendra ou qu'il commencera à être un peu plus sûr debout, vous allez l'accompagner pour faire ses premiers pas. Et il va être un peu en déséquilibre, il va tâtonner, il va essayer de trouver. Et donc, en fait, quand vous accompagnez, que ce soit une équipe IT ou des personnes métiers, ça va être, en fonction de celui qui a une maturité plus importante, c'est comment je me mets à la place de celui que j'accompagne, qui est un enfant pour ce sujet-là, pour petit à petit lui faire comprendre que il a un intérêt et que ça va pouvoir l'aider de pouvoir s'y mettre. Et ça prend du temps. Et la problématique que l'on rencontre, c'est que des fois, et souvent, en tout cas, nous, ce que l'on rencontre, c'est que on a le sentiment que l'agilité, c'est un produit sur étagère. Je le prends, je l'ouvre, j'ai un mode d'emploi, je le déploie, et puis ça marche. Or, c'est vraiment une transition. C'est un peu, oui, quand je garde cette image de l'enfant que vous apprenez à marcher, vous n'allez pas lui demander
tout de suite de courir. Et vous allez l'accompagner au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il devienne autonome. C'est le même principe en fait qui s'applique. Et par rapport à ce que disait Florence, ça va être comment comprendre, comment aller chercher ce qui au niveau du métier va leur permettre de comprendre qu'ils ont un intérêt aussi à travailler de cette manière-là. Voilà. Et ça, c'est finalement des choses que ce soit aussi bien au niveau, on va dire, de la technicité de l'agilité ou technicité dans le sens où développer cette intelligence collective ou plus de l'aspect émotionnel en développant l'intelligence émotionnelle, c'est pour ça qu'on a réfléchi, nous aussi, à comment est-ce qu'on peut aussi accompagner des organisations, des personnes, et qu'on a réfléchi à ce service qu'on a appelé Agile Résilience, et donc qui permet justement de voir et de pouvoir accompagner les organisations, les équipes dans cette direction. Et donc, voilà, ça c'est aussi quelque chose. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire par votre propre moyen, mais pareil, c'est aussi des choses qui peuvent être justifier un accompagnement. Et donc, dans ces cas-là, voilà, on peut aussi être disponible pour pouvoir échanger avec vous là-dessus. Pour pouvoir avoir des arguments peut-être plus forts en fonction du métier, en tout cas, quand je dis le métier, ou la personne que vous avez en face de vous, parce qu'il y a plein de personnes différentes dans les différents métiers, mais bien comprendre la personnalité ou le style de communication de l'autre personne en face va vous donner une clé pour se dire, tiens, il y a des mots qui vont être plus parlants pour cette personne-là, alors que pour une autre, ça sera d'autres mots. Mais parce que suivant les personnalités, on a tous des motivations intrinsèques qui sont différentes, on a des besoins qui sont différents, et à partir du moment où on a ces clés-là de compréhension, eh bien, notre manière de communiquer va être plus personnalisée et donc du coup plus efficace. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Vous regardez le chat ou pas? Non. D'accord. Donc il y a aussi, je ne sais pas, Emeline, si c'est la personne qui s'est exprimée aussi par oral juste avant. Si c'est la même personne qui avait posé la question par écrit. Donc c'était aussi le même sujet. Hein. C'est comment garder l'agilité quand on a démarré et ne pas retomber dans les vieilles anciennes habitudes non agiles. C'est ça, le point central, c'est vraiment, en fait, c'est quand on débute l'agilité, il y a un peu l'euphorie du début. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui se mettent en place, et donc c'est un peu l'euphorie parce que c'est quelque chose d'un peu nouveau, en tout cas dans un contexte un peu nouveau, et il y a cette euphorie. Par contre, le point vraiment complémentaire, ça va être comment est-ce qu'on met aussi en place ce qui est utile pour développer cette intelligence émotionnelle. Et donc, ça passe par, comme l'exprimait Florence, ça passe aussi par comment je fais pour me connaître moi. Et donc, quand je vais me connaître moi, je vais comprendre comment, en fait, j'agis. Et donc, à partir du moment où je vais comprendre comment j'agis, je vais être en capacité de choisir, suivant les situations, telle et telle manière d'agir. Et à côté de ça, je vais comprendre ça, donc je vais plus être en mode pilote automatique en disant, pilote automatique, c'est des réflexes. J'agis comme ça et je ne me pose pas la question. Et quand je prends conscience de la manière dont j'agis, je passe d'un mode pilotage automatique à un mode où je choisis la manière dont je vais communiquer. Donc ça, c'est une première phase. Et l'autre phase, c'est, puisque je vais réussir à comprendre qui je suis, je vais aussi pouvoir disposer d'éléments pour comprendre comment les autres fonctionnent. Et donc, en comprenant comment les autres fonctionnent, je vais être capable non seulement de pouvoir choisir la manière dont je vais échanger, discuter, communiquer avec mon interlocuteur, mais aussi en fonction de la manière dont lui va percevoir et comment lui se comporte. Et donc, c'est je dirais, une double capacité qui va être développée, c'est je choisis comment j'agis, mais je choisis cette manière d'agir en fonction de ce que je comprends de l'autre. Et c'est ces deux éléments-là qui vont faire que ça va être beaucoup plus facile. Et si vous avez plusieurs personnes qui vont aussi développer ces capacités, ces comportements, ces savoir-être, eh bien là, vous allez avoir tout un terreau, si je peux dire ça comme ça, de personnes qui vont, au fur et à mesure, emmener les autres dans cette capacité à échanger, à communiquer de manière satisfaisante. Si je dis pas d'ânerie, il est 58. Je dis pas d'ânerie. Il nous reste 2 minutes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Dans tous les cas, s'il y en a, c'est encore le moment de la poser en 2 minutes chrono.
d'avoir la réponse. Je vois qu'il y a des pouces, donc je suppose que ce sont des pouces sur les réponses aux questions. Le prochain Metesh, je ne sais pas encore quand est-ce qu'il sera planifié. On arrive dans la période estivale. Alors, il y en a un qui est planifié le 6 Ok. juillet, voilà, ce sera un retour d'expérience.